qu'on leur donne les outils qu'il faut pour réussir. De lutter contre une espèce d'ambiance délétère. Je suis professeur de radiologie à l'université Johns Hopkins. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Diasporama. Ce soir, nous allons revenir sur certaines compétences nationales qui ont brillé à l'étranger, tout en revenant sur leur parcours universitaire, à savoir Dr Selma Amimoussa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chirurgienne cardiovasculaire. Parmi nous également, Dr Hakim Koudil. Alors, vous êtes expert dans les énergies renouvelables et biocarburants. Bonsoir, bienvenue à vous. Et enfin, parmi nous, Dr Salim Neguez. Alors, vous êtes spécialiste en sociologie politique et pensée religieuse. Madame, Messieurs, bonsoir. Alors, docteur Koudil, nous allons commencer par vous. Alors, vous êtes le pur produit de la formation polytechnicienne ici à Alger. Alors, maintenant, avec le recul, quelles sont vos appréciations, en fait, compte de ce système universitaire, de ce système de formation sur le plan valeurs et éthique, bien entendu? Ça fait quand même un certain temps déjà que je suis sorti de Polytechnique. Donc, ça vous fait combien d'années? Ça fait plus de 20 ans. Ah, quand même. Presque, on est plutôt parti sur les 30 ans que 20 ans. Sur mon Polytechnique, à l'époque où j'y étais, c'était une école tout à fait reconnue, avec une certaine aura. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire des études dans cette école-là. Il y avait des spécialités relativement complètes dans l'ingénierie. Il y avait à l'époque, il y avait le tronc commun avant d'accéder aux spécialités. Moi, personnellement, j'ai fait une spécialité en génie mécanique, option énergétique. Voilà. Le souvenir que j'ai, c'était une période très riche en termes de rencontres déjà avec les gens. Il y avait des gens qui venaient de différentes régions du pays, ce que je ne connaissais pas à l'époque. Donc j'ai dû apprendre à vivre avec mes concitoyens, si je puis dire, d'autres régions. Je suis né, j'ai fait toute ma scolarité à Alger, donc dans un espace relativement restreint. Donc ça fait déjà cette ouverture-là, qui était, à mon sens, très riche. Après, il y a le monde universitaire qui diffère du monde du lycée ou du collège, donc il y a un certain nombre de choses, une ouverture par ce fait-là qui aussi permet de forger, je dirais, les caractères des gens, et puis permet de voir déjà, en fait, au sein d'un même pays, différentes personnes, certaines variations, je dirais, de culture locale, ce qui était très intéressant, au-delà du fait, effectivement, on est là, bien sûr, pour étudier et obtenir une compétence avant d'obtenir un diplôme. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières, mais bon, si c'est une occasion pour remercier un certain nombre de professeurs que j'ai eus à Polytechnique et que je n'oublie pas. Et quand on se revoit avec d'anciens de Polytechnique, on évoque ces moments-là et on évoque certains professeurs qui nous ont laissé de très très bons souvenirs. Alors, docteur Amimoussa, vous partagez un petit peu ce que vient de dire docteur Koudil? Oui, oui, totalement. Moi, j'avais fait médecine, j'ai grandi à Alger, j'ai fait médecine à Alger également, et en pleine décennie noire, par contre, c'était pas la même époque. Et c'est vrai que pendant cette période-là, il y avait des profs qui étaient différents d'autres, qui m'ont beaucoup marqué. Notamment deux professeurs, dont le professeur Issad, le cardiologue, et Aït Benamer aux Orangers. Est-ce que vous avez un petit peu orienté après dans votre choix de spécialisation? Pas que, dans la façon de voir les choses, dans la pensée, dans le rapport avec le malade. En pleine décennie noire, c'était un peu difficile. Beaucoup de gens étaient partis déjà. Mais il y en avait d'autres qui s'intéressaient beaucoup aux étudiants, qui étaient là, qui avaient leur manière particulière d'enseigner, qui dérangeaient certains, mais qui m'ont beaucoup marqué.
Oui. Alors, docteur Ami Moussa, justement, alors vous avez passé quand même un peu plus d'une douzaine d'années à Paris. Déjà, votre installation carrément définitive à Paris, ensuite des allers-retours entre Paris et Alger. Et là, vous décidez de vous installer depuis une année carrément à Alger. Alors, quels sont les motifs, en fait, compte du choix de votre retour à Alger? Le premier ou le définitif? Le définitif, depuis une année. Enfin, le définitif, quand on est chirurgien, c'est un peu difficile de faire des allers-retours. On a des obligations. Plus on prend de la patientèle et un peu d'ampleur et qu'on commence à travailler de manière très sérieuse, plus on a de remords à partir, à laisser des patients, surtout quand on opère, on ne peut pas se permettre de laisser un patient et partir à l'étranger à chaque fois. Et puis on dit toujours qu'en fait, c'est le post-opératoire qui est encore beaucoup plus sensible, beaucoup plus important peut-être à prendre en charge. Tout est très important, le préopératoire, l'opératoire et le post-opératoire. Quand on prend en charge un patient, la prise en charge doit être globale. Donc en chirurgie vasculaire, par exemple, moi qui fais beaucoup d'endovasculaire, j'avais cet avantage, c'est pratiquement de l'ambulatoire. C'est des hospitalisations très très courtes, qui vont de 24 à 48 heures. Mais malgré des confrères qui étaient sympas et qui étaient là pour me relayer, à chaque fois, partir commençait à me peser de plus en plus. Donc je me suis dit à un moment donné que sur le plan éthique et moral, c'était une obligation de choisir. Et j'ai choisi Alger. Voilà. Alors, qu'en est-il de votre réadaptation, faites compte, au milieu actuel? Non, sérieusement, en fait, j'ai plus de mal avec la façon dont les gens voient la chirurgie vasculaire et la mauvaise publicité de la chirurgie vasculaire à Alger que de vivre à Alger, parce que j'adore vivre à Alger, c'est indéniable. Et puis, en fait, le plus marrant, c'était le service civil. Parce que quand j'ai décidé de rentrer, il fallait faire son service civil et tout. Et je suis allée de Paris directement vers Tamanrasset. Ah, donc, les deux extrêmes. C'est un dépaysement total. C'était un choc. D'ailleurs, j'ai tendance à raconter cette période en disant que j'ai traversé 5 périodes comme les phases du deuil, exactement. Donc c'était le rejet, la colère, la dépression et par la suite l'acceptation. Mais j'ai passé un an absolument merveilleux à Tamanrasset. C'est vrai que c'est un autre monde, c'est Tamanrasset. C'est un autre monde. Je suis passée de 200 à l'heure à 2 à l'heure, mais ça avait son charme. Sérieux, c'était. Mais j'ai passé de très très bons moments. Sur le plan humain, ça a été une très grande expérience. Alors, docteur Kess, vous êtes spécialiste en sociologie politique, vous êtes aussi spécialiste dans les pensées religieuses. Alors justement, parlez-nous de l'apport des sciences sociales et philosophiques dans la compréhension des faits religieux. Voilà, bien sûr, il existe une relation intime entre sciences sociales et la pensée religieuse. Mais il n'y a pas réelle confirmation et connaissance religieuse pour cette relation, soit que ce soit dans l'histoire religieuse ou bien moderne. Tout simplement, dans le passé, il n'y avait pas d'édition sociale, c'est ça. Mais d'autre part, actuellement, d'autre part, il y a une influence. Il y a une influence politique. Il y a une influence. D'autre part, la pensée religieuse ou bien le discours religieux a été influencé par plusieurs interprétations. C'est-à-dire qu'il était influencé par l'anthropologie politique, sociale, culturelle, etc. etc. Par exemple, lecture religieuse de politique, il y a une influence il y a une influence claire de politique sur l'interprétation religieuse. Sur l'interprétation religieuse, nous trouvons la jurisprudence. La jurisprudence a été influencée ou la justifie par exemple la monarchie absolue, c'est-à-dire le régime absolu ou bien la tyrannie. C'est ça le défaut, c'est ça les mauvaises interprétations. Actuellement, quand on parle l'ère moderne ou bien l'ère contemporaine pour la pensée religieuse,
il y a une imite par tradition, par la tradition ou bien l'histoire de la pensée religieuse. Il y en a beaucoup plus que l'interprétation imposée par la réalité d'actualité. C'est ça le problème. La relation entre la science sociale et la pensée religieuse, ce que les sciences sociales permettent d'actualiser l'interprétation religieuse et en même temps pour éviter la compréhension littérale. C'est ça l'importance de social, des sciences sociales. Alors justement, dans cette lancée, nous avons un reportage qui est signé Fella Benour qui revient justement sur l'Institut El-Ghazali et les contenus pédagogiques en fin de compte qui sont enseignés à l'Institut El-Ghazali. Je vous propose de découvrir ce reportage et on se retrouve juste après. Voici l'entrée principale de l'Institut El-Ghazali. Vous pouvez y accéder également en traversant le jardin de la Grande Mosquée de Paris, puisque cette source de rayonnement cultuel et culturel fait partie de l'édifice. Créé en 1993, l'Institut compte plus de 400 étudiants venus de tout horizon. On est plusieurs nationalités, il n'y a pas que les Algériens qui viennent ici. Je suis en 3e année sciences islamiques. Inch'Allah, j'espère faire une spécialité. Moi, j'opte surtout sur le dogme, l'aqida. Alors moi, je suis en 3e année sciences islamiques, Takwin al-A'imma wal-Murshidin, ici à l'Institut El-Ghazali. On croit tout savoir de l'islam et de la jurisprudence et même de comment faire la prière, alors que j'ai l'impression qu'on a appris à faire nos ablutions il y a 2 mois. Quand on a commencé les cours. Quand on a commencé les cours. Institut El-Ghazali, qui sont donnés ici même à la mosquée de Paris. Des cours d'arabe? Non, des cours de jurisprudence. Élargi aux francophones, un vaste programme de formation et d'enseignement dans le domaine de l'islamologie et de la théologie est mis en œuvre dès 1995 pour l'apprentissage du Coran, la formation d'aumônerie, d'imam et la langue arabe, mais pas seulement. On parle de la Suède à l'Italie. Quand on interroge les Italiens disent... Oui, cet institut ici qui est d'une qualité exceptionnelle, des profs. Donc le Ghazali, c'est surtout l'enseignement de fiqh al-maliki. Ça, il faut que vous le sachiez. Le concept que nous défendons à Al-Ghazali, c'est ce que j'appellerais 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de matière ulum al-sharia, théologique, et 1 tiers de matière profane. C'est tout simplement pour ne pas enfermer l'imam que dans la théologie. Et la France commence à nous écouter. On a les deux années, c'est un tronc commun. Après la 3e année, 4e année, c'est la licence. C'est comme les universités algériennes, presque le même programme. Arrivé au bout de la 2e année, on devient des aumôniers. Donc j'ai opté pour l'aumônerie carcérale. Je travaille dans une maison d'arrêt que je fais là-bas du prêche du vendredi. Ce que nous voulons, c'est former un imam bilingue, en arabe et en français. Formé dans les 2 langues afin de répondre à une demande, voire une exigence imposée par le cadre politique et socioculturel dans lequel exercent ces cadres religieux musulmans. D'où l'accord entre l'Algérie et la France conclu entre le ministère des Affaires religieuses et des Waqf et le ministère de l'Intérieur français concernant la formation des imams délégués. Ça m'aide beaucoup déjà pour transmettre le message aux jeunes, surtout. On trouve beaucoup de convertis dans nos mosquées. Et voilà le message que... on le transmet par la langue arabe, bien sûr, mais le français est impératif dans les mosquées. L'islam, c'est une religion de juste milieu, que l'islam, voilà, c'est une religion de paix, de fraternité. Voilà, donc c'était un sujet qui est signé Fella Benour. Alors on rappelle que l'Institut El-Ghazali dépend de la Grande Mosquée de Paris. Alors, docteur Negaz, justement, une réaction par rapport à ce reportage? Oui, l'Institut Al-Ghazali, comme tous les instituts traditionnels, mais il y a, quand on parle de la réforme religieuse, il faut baser, il est nécessaire d'inspirer et s'approcher les sciences sociales et leur méthodologie, parce qu'ils sont très riches pour analyser la société humaine. Et quand on parle en l'islam, le discours religieux,
les mauvaises interprétations sont contraires aux objectifs de Coran. Parce que le Coran ou l'islam est valable pour tout le temps et les lieux. Oui. Ce qui signifie qu'il suit le rythme du développement humain et social. C'est ça l'importance de la réforme de l'islam. Alors, docteur Koudila, je reviens à vous. Alors, nous avons consulté un petit peu votre compte LinkedIn, qui est gratifié de tous les honneurs, non seulement en France, mais aussi aux Émirats arabes. Alors, justement, quelle est votre approche des nouvelles technologies dédiées au pétrole, à l'énergie, mais aussi au respect de la chaîne environnementale? Merci de poser une question. On a basculé d'un sujet à un autre qui me correspond mieux, effectivement. Sur le pétrole, je dirais que dans certains pays, c'est devenu un mot tabou. À ma grande, je dirais... C'est bizarre de le dire parce que c'est quand même une richesse, ça reste une richesse, il faut bien l'utiliser, surtout pas le gaspiller. Et effectivement, aujourd'hui, on parle de nouvelles technologies parce qu'il y a, je dirais, des choses physiques, hein. Il y a une finitude aux énergies fossiles, hein. Pas que le pétrole, il y a d'autres énergies fossiles. Il y a des effets de l'utilisation intensive, voire très extensive de ces énergies fossiles sur l'environnement, et ça touche tous les pays, ça touche d'autant plus, je dirais, d'autant plus de pays aujourd'hui, parce qu'il y a un cycle mondial correspondant à une croissance extrêmement importante de milliards de gens, je pense notamment à la Chine et à l'Inde. Donc on est en face d'une finitude avec des gens qui arrivent, en fait, je vais parler en termes peut-être sociologiques, il y a une classe moyenne mondiale qui se constitue. La Chine a réussi à mettre, je dirais, à faire basculer des gens relativement modestes à une classe moyenne qui est de plusieurs centaines de millions. C'est des gens qui aspirent à consommer, à vivre à la mode entre guillemets occidentale, hein. On pourrait donner plusieurs définitions à ce terme-là. Donc je le dis parce que ça simplifie, ça donne une bonne image avec des voitures, des choses comme ça. Donc qui dit voiture, ça veut dire exploitation de toutes les ressources pétrolières. Donc très vite, on va être limité par des ressources qui sont ce qu'elles sont. Même si des technologies permettent d'aller plus loin dans l'exploitation du pétrole, gaz et autres ressources. Donc on est obligé de voir comment, par rapport à ces contraintes, je dirais, géologiques, par rapport à des contraintes environnementales fortes, hein, il y a les citoyens des pays développés sont extrêmement sensibles. J'ai dit, le terme pétrole est devenu tabou, sont extrêmement sensibles aux aspects environnementaux et ils calquent, je dirais, ils choisissent un style de vie même qui va dans le sens de limiter l'utilisation, par exemple, d'énergie fossile, des choses comme ça. Ils essaient de s'adapter. Du coup, il y a effectivement dans ces pays-là, il y a les pouvoirs publics qui mettent en place des politiques incitatives pour le développement et l'utilisation d'énergies alternatives. Parmi ces énergies alternatives, il y a tout ce qui vient à l'esprit, c'est l'énergie solaire par exemple, l'éolien, il y a les énergies marémotrices, il y a l'énergie hydraulique. En fait, on n'en parle pas parce que ça existe depuis très longtemps, mais c'est une source d'énergie renouvelable qui est utilisée depuis très longtemps, qui est dans l'impact environnemental est relativement limité. C'est vrai que pour construire un barrage, on change un petit peu la nature, hein. On contraint une rivière ou un fleuve, hein. Donc déjà d'une certaine manière on change l'environnement. Mais par ailleurs, en termes d'émissions, il y a les émissions de CO2 qui sont un énorme problème. En tout cas, donc il n'y a pas ces émissions-là. Et il y a un point sur lequel j'ai peut-être
peut-être une certaine expertise, c'est sur les carburants, les biocarburants. Il y a différentes générations de biocarburants et aujourd'hui on parle de biocarburants, enfin on met sur le marché des biocarburants de deuxième génération où on va prendre des biomasses, hein, donc ça peut être des résidus d'exploitation forestière, ça peut être de la paille de blé, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer en fait, des résidus d'exploitation, des fruits à coque par exemple, on récupère les coques, c'est pas quelque chose qui est utilisable, on peut récupérer ce genre de résidus, donc qui s'inscrit dans une économie qui est bien établie, pour essayer de produire des biocarburants. On peut passer de ce genre de, je dirais, de matières premières, on peut arriver à des biocarburants, à une essence qui va faire rouler les véhicules essence, ou à des gasoil ou kérosène, biojet, qui va faire rouler les camions ou faire que les avions volent. Alors justement, dans cette lancée, vous êtes justement sur la promotion, vous êtes en train de travailler en fait compte sur la promotion de toute une ingénierie, hein, j'ai envie de dire, justement, qui est relative aux carburants renouvelables, aux biocarburants, à partir justement de biomasse. Et il faut le dire, hein, c'est carrément un acte de survie pour la planète aujourd'hui. Alors parlez-nous un petit peu du développement de ces produits non polluants. Effectivement, c'est des procédés qui sont développés. Ça peut être sur des technologies qui sont plus ou moins connues. Il y a des améliorations, il y a des breakthroughs sur un certain nombre de choses. Mais effectivement, il y a des voies de procédés qui permettent, avec un certain nombre de transformations élémentaires, de partir d'une biomasse. Hein. Une biomasse, essentiellement, c'est de la lignocellulose. Hein. C'est un terme technique, mais c'est pour dire c'est les molécules qui constituent le bois ou qui constituent la paille. Hein. C'est des chaînes moléculaires. Ça ressemble à du plastique naturel, si je puis dire. C'est de longues chaînes de molécules que l'on va casser. Ça dépend en fait après ce qu'on va faire, mais selon les procédés, on va tout casser pour reconstruire. C'est des procédés thermochimiques par exemple, hein, qui permettent d'arriver par une synthèse chimique à faire les molécules à façon. Donc si on veut faire du carburant pour les véhicules diesel, on fait du carburant pour véhicules diesel. Si on veut faire du carburant pour les avions, on fait du carburant pour les avions. Ou on peut aller, sans tout casser, si je puis dire, laisser faire un peu la nature et prendre des enzymes. Hein. C'est des enzymes, c'est ce qu'on a. Vous êtes docteur en médecine, on en a plein dans notre corps. Donc, c'est prendre ces enzymes-là et transformer cette biomasse. Et j'insiste sur le fait que cette biomasse-là, c'est des résidus. Il faut, parce que c'est de la deuxième génération par rapport à la première génération, c'est le fait qu'on n'utilise pas des terres dédiées pour faire ça, auquel cas, en fait, c'est pas tellement le but, hein, d'un point de vue purement environnemental. Et ce n'est pas en compétition avec les moyens de subsistance des gens. C'est-à-dire qu'on ne va pas planter des choses exprès pour faire du gazole, alors qu'à côté, on a des gens qui peuvent avoir faim. Donc, c'est absolument pas le but. C'est d'utiliser des choses qui sont mises de côté. Ça peut être des rebuts, ça peut être des choses qui n'ont pas de sortie industrielle pour pour arriver à un produit qui est relativement noble, hein, qui sont les carburants, les biocarburants en l'occurrence. Alors là, je vous propose de découvrir un autre reportage et de découvrir une autre compétence. Cette fois-ci, il s'agit du docteur Hardy, qui, lui, il est expert dans le domaine maritime, et c'est Yazid El-Mehidi qui l'a rencontré pour nous. De l'extrême est algérien à l'extrême est de l'Asie, Abdelghani a réussi son pari, celui de jeter l'ancre dans l'archipel japonais. Fort d'un background en transport maritime, Abdelghani Hardy est aujourd'hui manager d'une grande compagnie japonaise de consulting, où son travail de coaching impose respect et admiration.
Une société cotée en bourse, une estime de soi et des valeurs sacralisant le travail, ce sont là les vraies richesses de Rani. So this one, it has been Jalanaba. No, il y a quelques items que... C'est pour... Vous avez envoyé? Non, j'ai pas envoyé. Parce que je lis des... في اليابان تعلمت شي حوايج اللي مم في اوروبا ما تقدرش تتعلمهم. هو الاجتهاد، التشالنج، لا باسيونس، لا بيرسيفيرانس، le respect de l'autre. Le Japon, c'est une nation ancestrale, au même titre que les Arabes. À la différence, le Japon n'a pas de ressources, il a la matière grise. C'est un pays sismique. Mais ce qui a sauvé le Japon, c'est l'éducation et la culture. Il n'y a pas d'autres... j'ai pas vu d'autres aspects. Le seul message que je peux véhiculer à l'Algérie, c'est aimez-vous les uns les autres, aimez votre pays, travaillez, travaillez et travaillez, parce qu'il n'y a que ça qui peut sauver l'Algérie. Voilà, c'était donc un portrait qui a été dressé par notre collègue Yazid Ait Mohiddine. Il s'agit donc du docteur Ardi Abdelghani qui est expert dans le domaine maritime. Voilà, alors docteur Ami Moussa, je reviens à vous. Alors vous êtes, comme on l'a dit en début d'émission, chirurgienne cardiovasculaire et vous avez fait donc vos preuves aux hôpitaux français en France. Alors parlez-nous un petit peu des atouts et des compétences que vous avez pu cumuler durant toutes ces années passées en France. Déjà, j'ai eu ma formation, parce que le titre, c'est chirurgien cardiovasculaire, mais en réalité, je suis optionniste vasculaire. Je fais que du vasculaire depuis des années. Et puis, j'ai eu la chance de faire toute ma formation en France, ce qui n'était pas possible ici, vu l'indisponibilité déjà de la formation à l'époque. De la spécialité elle-même n'était pas reconnue comme spécialité en part entière à ce moment-là. Maintenant, ça l'est. Et puis, il n'y a qu'un seul service à Alger, puis un autre à Oran. Et puis, pour être totalement honnête, c'est pas le même niveau. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec les meilleurs, d'ailleurs. J'étais à la Pitié-Salpêtrière, chez le professeur Kieffer, qui a créé la chirurgie vasculaire pratiquement. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, effectivement, sur ce plan-là. Et donc là, après votre retour, vous introduisez un petit peu cette spécialité, vous essayez de la développer. Comment vous développez cette spécialité maintenant? En la faisant correctement. Tous les patients qui sont opérés à mon niveau sont opérés comme s'ils étaient en France de la même manière. Je n'invente rien, je ne crée rien, je suis des protocoles bien établis. La gamme, enfin, les prestations que j'offre sont les mêmes prestations qui existent en France. Ça va de la chirurgie conventionnelle à l'endovasculaire, d'où l'endoprothèse aortique. Donc il y a un patient algérien traité à mon niveau n'a rien à envier à un patient français traité en France. Voilà. Alors, nous avons trouvé sur vos réseaux sociaux, sur vos pages de réseaux sociaux, quelques témoignages de grands professeurs, à savoir Brahini et Koskas. Oui. Koskas est l'actuel patron de la Pitié, qui était l'agrégé pendant que j'y étais et qui m'a tout appris. Sik Benini, qui a également été agrégé, ensuite avec qui j'ai travaillé longtemps. C'est le chef de service de l'hôpital américain. Ça vous fait quoi, en fait, compte, de revoir ces témoignages des gens qui vous ont eux-mêmes encadré et qu'aujourd'hui, en fait, compte, vous faites honneur à votre métier? Je leur fais honneur à eux, surtout. Oui. Et puis, non, moi, je suis toujours en contact avec eux, même assez étroit. Donc, c'est des gens que j'apprécie énormément. Ce sont d'excellents chirurgiens. Et puis, je leur dois énormément. Alors là, en ce moment, vous avez introduit nouvellement, on ne va pas dire que c'est une nouvelle technique, mais vous l'avez nouvellement introduite en Algérie. Il s'agit de la technique du traitement de l'anévrisme de l'aorte abdominale. Alors parlez-nous un petit peu de cette technique et de sa introduction en Algérie. En fait, cette technique n'a rien de nouvelle. C'est la chirurgie vasculaire qui a pris beaucoup de retard en Algérie. J'ignore pourquoi. Ça a pris énormément de retard. Et pourtant, les cas cardiovasculaires en Algérie, ils sont très importants. Très nombreux. Les facteurs de risque en matière vasculaire sont le tabac, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie et le diabète.
On ne peut pas avoir toutes ces maladies sans avoir de maladies vasculaires qui vont avec. Donc, ça va être un vrai problème de santé publique dans très peu de temps. Hein. Déjà, les amputations en matière de gangrène diabétique, entre guillemets, je trouve que le chiffre est affreux. Mais personne ne s'est intéressé à cette spécialité. Elle a toujours été sous-évaluée ou un peu pratiquement méprisée par rapport à la chirurgie cardiaque qui avait un caractère de noblesse vu qu'il s'agissait du cœur. Mais la politique de santé n'a pas été très performante là-dessus. Et c'est vrai que dans quelques années, dans très peu de temps, je dirais même, ça va être un vrai problème de santé publique, toutes les pathologies vasculaires. L'anévrisme de l'aorte abdominale traité par endoprothèse aortique est une technique pas vieille comme le monde, mais assez vieille. A mis beaucoup de temps à arriver en Algérie. Le premier à en avoir mis, c'est le professeur Boyed à Oran. Et puis, quand je suis rentrée et qu'à l'époque, la chirurgie vasculaire était conventionnée CNAS, je voulais en mettre. Et donc, j'avais dit à la CNAS, ça serait bien de mettre les endoprothèses, vu leur prix. Elle dit, oh non, c'est une chirurgie d'hôpitaux, les privés ne peuvent pas faire ça, il n'y a pas de plateau technique. Non, ça c'est de la chirurgie d'hôpitaux. En plus, il n'y a que Boyed qui sait faire ça. Moi, je rentrais de Paris, j'en avais déjà plusieurs à mon actif. Donc je l'ai mise. Je l'ai mise à Al-Azhar, juste pour dire, voilà, c'est possible. C'est une chirurgie courante, très pratiquée dans les milieux privés en France, aussi bien que publics. Ça n'a rien de... C'est pas une obligation que ce soit un milieu hospitalier. De toutes les manières, Al-Azhar est équipé comme un milieu hospitalier. On a de la réa, on a tout ce qu'il faut, même si ce n'est pas des malades qui passent en réa, même pas. Donc, c'était plus pas un défi, mais c'était juste pour prouver, oui, c'est possible. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau? Maintenant que je vous ai prouvé que c'était possible, bon, rien n'a été fait. C'est comme tout le reste. Mais ce n'est pas le plus important. Les anévrismes de l'aorte abdominale, ce n'est pas la pathologie la plus courante en chirurgie vasculaire. Ce n'est pas ce qui court les rues. J'en parlais tout à l'heure, c'est surtout le pied diabétique. Et l'artériopathie oblitérante. Donc, qui est quelque chose de très courant dans son entourage. Tout le monde a entendu parler d'un voisin, d'un ami, ou d'un parent à qui on a coupé la jambe parce qu'il avait une artère bouchée. Ça, par contre, c'est devenu vraiment mon cheval de combat. C'est mon truc. Alors, ça fait une année que vous êtes là, vous avez introduit cette technique. Quel est maintenant l'impact de la technique sur la société? Maintenant, mais c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment démocratisée, comme vous le dites si bien ici en Algérie, mais vous, déjà nouvellement introduite, quel est peut-être l'impact, quel est le retour probablement des patients? Nouvellement introduite, pas vraiment. Moi, je suis rentrée en 2010. En 2010, j'ai commencé déjà à faire des sauvetages de membres chez les diabétiques. J'avais beau expliquer que c'était... Par exemple, il y avait le conventionnement classe. J'ai beau expliquer à la CNAS que c'était plus rentable pour eux, enfin plus avantageux pour eux, de payer une revascularisation qu'une amputation. Tout le monde ne voyait pas très bien le rapport en disant non, une amputation peut se faire à l'hôpital, c'est gratuit et tout. Non, ça n'a rien à voir. Un type de 65 ans à qui on ampute une jambe, c'est toute sa vie et toute sa cellule familiale qui explose. À 65 ans, il est censé... 65 ans, il est encore censé travailler un peu, il arrête de travailler, il passe dans les longues durées, ensuite il passe dans l'invalidité, et là c'est toujours la CNAS qui paye. Il va falloir l'appareiller également. Donc l'appareillage aussi, c'est la CNAS qui paye. Donc au total, la facture est 5 fois plus élevée qu'une revascularisation. Mais je ne sais pas à quel niveau ça a bloqué, mais J'aurais peut-être une question là. Oui, allez-y. C'est effectivement l'introduction de nouvelles techniques, et moi ce qui m'interpelle d'une certaine manière, c'est effectivement cette technicité très importante que la médecine moderne a apportée. Et est-ce que ça devient, ou est-ce que c'est accessible à des pays qui n'ont pas, je dirais, les moyens? C'est vrai que quand on a un milieu en France que je connais un peu, ou des pays très développés où on peut se permettre d'investir sur des outils technologiques qui coûtent des millions, voire des dizaines de millions d'euros ou de dollars, est-ce que ce genre d'équipement peut être facilement adapté dans les pays
entre guillemets, mais qui n'a pas les moyens? L'Algérie n'a pas les moyens? Je ne parle pas de l'Algérie en partie, mais peut-être que l'Algérie, je ne crois pas qu'il y ait des scanners partout dans tous les hôpitaux en Algérie. Donc ne serait-ce qu'un scanner, c'est pas ce qui coûte le plus cher encore. Oui, d'accord, ça c'est un sujet très intéressant. Ils ont équipé le moindre petit hôpital, même Mouergla, de scanners, d'IRM et de salles de choro. C'est assez extraordinaire. Non, l'Algérie n'est pas un pays qui manque de moyens. En plus, moi, je ne suis pas allée à l'hôpital, vu qu'il n'y avait pas de service dans les hôpitaux. Il n'y avait que le CNMS, et encore, on ne voulait pas de moi. Donc, ça avait réglé le problème. On ne m'avait pas laissé trop le choix. Je suis allée dans le privé. J'ai la chance d'exercer dans une structure qui est très, très, très bien équipée. Entre deux salles de choro, le scanner, l'IRM, on est très bien. Il y a des importateurs, le matériel. Alors là, ils en achètent par contre. Il y a des stents, il y a des ballons. Et c'est pas nouveau en plus comme technique. Ça, c'est très très vieux l'endovasculaire. Que ça ne soit pas développé en Algérie, c'est. Maintenant, ils s'y mettent. Donc en fait, quand on revient, ce n'est pas un problème de moyens ni un problème de technicité, mais c'est un problème de politique et de stratégie de santé. Même pas politique, c'est un problème d'humain. Parce qu'avec du recul, je ne pourrais pas accuser les politiques d'être derrière tout ça. Parce que j'ai côtoyé ceux de l'hôpital, donc je sais à quoi. Je sais que ça vient des profs. Une culture hospitalière, c'est de ça dont vous parlez, ou une certaine inertie à vouloir introduire de nouvelles choses, ou je dirais. Carrément du sabotage. Moi j'ai vu que du sabotage. Ça c'est encore. Enfin, j'allais pas jusque là parce que j'ose pas penser que des gens qui travaillent à l'hôpital fassent du sabotage. Vous savez qu'il y a des chefs de service qui sont restés pendant 30 ans. Et en 30 ans, il n'y a pas eu de formation des chirurgiens vasculaires. Il fallait se poser des questions. Alors là, peut-être qu'on va passer, nous allons rester toujours dans le domaine médical. Et là, je vous propose un autre portrait, notre interview que toujours Yazid El-Mouhidine a faite pour nous. Il s'agit du docteur Moussa Abouchaleb, qui lui, il est médecin radiologue. Il est justement spécialiste en radiologie interventionnelle. Alors, je vous laisse découvrir cette interview et on se retrouve juste après. Moi, j'ai été formé à l'université d'Alger, en fait, exactement en 82. Donc, j'ai été à l'école du professeur Hartani à Bab el-Oued. Et je suis parti dans le cadre d'une post-graduation pour l'acquisition des techniques de radiologie interventionnelle. Je suis parti donc en France, à Besançon, à l'hôpital de Besançon, CHU. Pour l'acquisition de ces techniques de radiologie interventionnelle dans le cadre de les ramener, bien sûr, par la suite en Algérie. Je suis parti pour 3 ans pour ce détachement et finalement je me suis éternisé là-bas pour des raisons familiales et voilà, donc maintenant ça fait quand même presque une trentaine d'années que j'ai passé en France et donc je me suis formé, j'ai acquis pas mal de techniques de radiologie interventionnelle. Et mon projet, donc dès le départ, ça fait 18 ans pratiquement que j'essaie de revenir en Algérie pour amener en fait ces techniques et les introduire en Algérie, former une équipe de jeunes radiologues, parce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes radiologues qui n'attendent que ça. Quand je suis arrivé là-bas, donc je me rappelle très bien donc le professeur Bonneville où j'ai atterri. Quand je lui ai dit que je faisais donc de l'embolisation en Algérie, pratiquement il rigolait. Il se disait c'est quoi ce gars-là qui vient de la brousse et qui prétend faire de l'embolisation. Bref, donc il m'a pris un petit peu pour un rigolo. Moi après, donc, lui, il n'en faisait pas. Il ne faisait pas d'interventionnel. Donc moi, j'étais un petit peu déçu du service. Et je lui ai dit, donc, je préfère aller à Nancy, où c'était vraiment la grande école de radiologie interventionnelle vasculaire. Entre-temps, il y a un malade qui est arrivé, je me rappelle très bien, un malade qui avait un gars qui avait 31 ans, qui avait fait un accident de la circulation avec fracture de la base du crâne et puis sa carotide qui avait complètement éclaté. Finalement, donc, on a programmé le malade pour le lendemain
Et ça a marché très très bien, on a réussi à le traiter avec un résultat excellent parce que c'est un malade qui pratiquement ne relevait même pas de la chirurgie, c'était un gars qui était condamné et on l'a récupéré. Donc après c'était vraiment le... Et de la Lorraine, vous êtes parti à Besançon? Voilà, de Besançon, donc après j'ai pris contact avec l'école de Nancy et je faisais pratiquement tous les 15 jours un aller-retour de 2 jours de formation sur pratiquement 2 à 3 ans. Je me suis dit ce serait une chose formidable pour notre société, notre population, d'introduire ces techniques, d'autant que je sais qu'on a des problèmes, disons, de transport, des problèmes, comment dirais-je, faut le dire, sur le plan de l'hygiène, sur le plan pas mal de... C'était des techniques qui ne nécessitent pas beaucoup on va dire, de précautions post-opératoires comme l'exige la chirurgie classique. Et donc, ce seraient des techniques bien adaptées à notre pays. Paradoxalement, on peut se dire que c'est des techniques qui sont réservées pour les pays, on va dire, avancés. Non, je pense que c'est des techniques au contraire qui sont plutôt, qui apportent beaucoup plus dans les pays qui n'ont pas tous les moyens, disons, pour faire de la grande... Une interview avec le docteur Moussa Boucher, médecin, qui lui est spécialiste en radiologie interventionnelle, qui est installé en ce moment à Bourj Mnaïl, et c'est Yazidet Mahidine qui l'a rencontré pour nous. Alors docteur Ami Moussa, je voyais que vous suiviez l'interview avec beaucoup d'intérêt. Bien sûr, oui. C'est très bien. Ça vous parle directement en fait. Directement, parce que entre l'endovasculaire, la chirurgie vasculaire et la radiologie interventionnelle, c'est la même chose. C'est absolument la même chose. Le seul avantage, entre guillemets, de chirurgie vasculaire, c'est de pouvoir passer à une chirurgie ouverte en cas de pépin. C'est tout. Mais sinon, entre la cardiologie interventionnelle, la radiologie interventionnelle et la chirurgie vasculaire, endovasculaire, c'est la même chose. C'est le point commun entre les trois. Voilà. Alors justement, entre vous et le docteur Bouchereb, il y a j'ai envie de dire, un point en commun, c'est que vous êtes rentré ici et vous avez mis en valeur toutes vos compétences au service donc, de la patientèle algérienne. Alors, qu'en est-il justement, par exemple, du partenariat, des éventuels, en fait, compte, ou des opportunités de partenariat entre les hôpitaux algériens et les hôpitaux peut-être français ou les hôpitaux étrangers? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il y avait un super projet au CNMS de partenariat entre l'Institut Montsouris et le CNMS en chirurgie cardiaque, en matière de chirurgie cardiaque. J'avais vu le projet comme ça, sans rentrer trop dans les détails, où il était même question du collège de chirurgie cardiaque, des équipes permanentes qui venaient et tout. Et il a foiré, ça s'est arrêté très très vite. Je crois qu'ils ont fait 3 ou 4 missions, même pas. Et ça s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, un partenariat est indispensable. Oui, voilà, pour l'échange justement de compétences, de connaissances, d'expériences aussi. À mon sens, oui. Voilà. Si on veut gagner du temps, le partenariat est indispensable. Il faut laisser sa vanité de côté et puis regarder les choses, faire un vrai constat, regarder les choses telles qu'elles sont. Voilà. J'ai toujours dit que c'est assez délicat. J'ai toujours dit que de toutes les manières, en France aujourd'hui, il y a les accréditations. Si on opère moins de tant de malades par an, on perd l'accréditation pour telle chirurgie. Donc, ce qui serait bien déjà, c'est d'avoir juste un registre. Vous opérez combien de malades par an? Vous opérez quoi comme pathologie? Pourquoi vous faites que ça? Pour pouvoir commencer un audit et aller de l'avant. Sans constat réel, ça va être très difficile. Alors, toujours dans le domaine du partenariat, docteur Koudil, quelles sont les opportunités de partenariat avec les partenaires algériens dans le domaine des énergies renouvelables? Je dirais de par les richesses dont dispose l'Algérie, que ce soit dans les énergies fossiles, gaz et pétrole, ou même les énergies renouvelables. L'Algérie, c'est quand même un pays où il y a l'un des pays où il y a le plus d'ensoleillement au monde.
effectivement, il y a énormément de potentialités qui ne se matérialisent pas systématiquement. Vous avez cité, il y a des choses qui se lancent. Moi aussi, j'ai connaissance de beaucoup de projets qui se montent, des gens avec d'énormes volontés qui essaient de faire bénéficier effectivement de leur réseau pour créer la même chose ou pour lancer des initiatives en Algérie. Malheureusement, ça ne réussit pas toujours. Ça ne réussit pas toujours. Je n'ai pas d'explication à donner comme ça. Il y a certainement un certain nombre de difficultés qui sont inhérentes, je dirais, à la façon de travailler de structure algérienne. Quand j'entends Dr Ami Moussa, je pense l'hôpital tel que, en tout cas c'est l'image que j'ai, tel que l'a décrit l'hôpital en Algérie, il y a un aspect peut-être administratif qui est relativement lourd et qui peut-être fait qu'il y a des lenteurs dont on pourrait se passer tout à fait facilement. Oui. Je reviens pour développer, je dirais, des initiatives. Effectivement, il y a des gens de très bonne volonté, il faut les laisser travailler. Il faut minimiser les difficultés aux échanges. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a des pays, des régions qui ont pu développer un certain savoir, certaines techniques. Je ne crois pas, à part peut-être sur certains aspects, on voit aujourd'hui des guerres commerciales entre deux très très grands pays, mais en général, en tout cas sur les hommes, c'est ça qui est important, sur les humains, ils sont extrêmement partageurs. Des gens qui ont acquis une certaine aura dans leur métier, je vous assure que c'est des gens humainement, en général, c'est pas systématique, il y a toujours des exceptions, c'est des gens qui veulent faire bénéficier. On a dit mettre en valeur, c'est peut-être, moi j'aurais dit mettre en commun des choses. Et donc qui sont prêtes à fournir l'aide quand elles sont sollicitées, à donner du mieux qu'elles peuvent. Mais il faut qu'il y ait une structure où qu'il y ait moins de freins possibles. Alors je ne suis pas dans l'administration algérienne ou je dirais dans les services concernés. Je ne sais pas exactement ce qui ne va pas, ce qui peut être amélioré, mais je crois qu'il y a beaucoup d'améliorations qui peuvent être apportées. Notamment dans le domaine de l'administration. Alors justement, quelles appréciations faites-vous de tout l'écosystème vert et innovant face aux périls écologiques ? En Algérie, j'avoue que je sais pas, je ne connais pas exactement l'étendue, je dirais, des dispositifs qui sont mis en branle pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes environnementaux. Ce que je sais, c'est qu'il y a un certain nombre de choses dont l'Algérie a été très vite pionnière. Je parle des choses qui datent de 40 ans, quasiment de l'indépendance de l'Algérie. Par exemple, la liquéfaction de gaz naturel, ça on ne se dit pas, mais l'Algérie a été pionnier. Aujourd'hui, tout le monde en veut, les États-Unis en veulent, ils le mettent. Mais l'Algérie a été pionnière. Il y avait des technologies qui n'étaient pas mûres, et ils ont dit, oui, ok, on va faire ça, on va tester. Et ça c'est les premières étapes pour l'adaptation, je dirais, de technologies, de procédés, pour que ce soit adopté un peu partout et que ça puisse être moins cher et puis que ça permet des améliorations au fur et à mesure. Il y a un exemple en Algérie qui malheureusement ne s'est pas matérialisé, c'est Desertec. Je suivais ça
de façon très, très intéressée, je dirais, et puis avec beaucoup d'espoir. Malheureusement, je crois que c'est un projet qui est mort, ou voire il est peut-être mourant. C'est extrêmement dommage, parce que là, typiquement, ça aurait permis le développement d'une industrie en Algérie, ça aurait permis la création de beaucoup d'emplois, et donc autour de ça, d'un écosystème. On revient, pour moi, ce qui est important dans tout pays, c'est de créer, et surtout ne pas se mettre de frein, c'est-à-dire qu'il faut commencer à petite échelle, faire des petites choses, c'est toujours ça. On commence par les petites choses. C'est les petites rivières ou c'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Donc, c'est donner ces impulsions-là et laisser les gens libres, surtout les gens de très bonne volonté. Il faut les laisser. Je crois qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'interventions, très franchement. Les gens savent faire, et l'être humain est intelligent par définition, si je puis dire. Donc il faut laisser les intelligences humaines travailler, et je suis absolument certain que ça ira au-delà de ce qu'on peut imaginer. On peut imaginer un certain nombre de choses, mais je suis certain que ça ira au-delà si un minimum de conditions sont réunies. Voilà. Alors à présent, je vous propose de découvrir ce reportage de Kamel Swig. Il revient sur le salon de l'entrepreneuriat start-up qui s'est déroulé récemment à Paris. On se retrouve juste après. Le monde entier était à Paris pour célébrer l'innovation et les nouvelles technologies. Une dizaine de start-up algériennes étaient présentes. Je suis un peu transportée dans le futur parce que j'ai fait un peu le tour encore hier et aujourd'hui. Mais ce qui est bien, c'est que je vois qu'il y a pas mal de projets africains. Et ça, c'est très encourageant et ça fait chaud au cœur. Alors là, tout à l'heure, j'étais en train de parler avec une start-up africaine. Vraiment, les échanges sont très, très intéressants. Et je pense que l'Algérie devrait s'ouvrir un peu plus aux voisins africains et créer plus d'échanges, de synergie et de collaboration. Justement, Koufa fait partie de ces start-up algériennes implantées dans le continent africain. Elle permet aux producteurs de larges produits de consommation d'améliorer leur distribution. Koufa, c'est une start-up africaine basée en Algérie. Notre job est de collecter de la data sur les réseaux de retail non structurés africains, le réseau des petites boutiques. Il faut savoir que dans des économies où la distribution est structurée, le coût de la logistique dans un produit est d'environ 15%, alors qu'en Afrique, ça peut monter jusqu'à 40%. C'est un sujet pour les marques, mais aussi pour les gouvernements, parce qu'elles voient une bonne partie du pouvoir d'achat de leurs citoyens absorbé vers cette inefficacité. Alors pour motiver les startups algériennes, les organisateurs ont invité Karim Oumnia, le CEO de Digitsoul, ces chaussures connectées qui s'arrachent partout dans le monde. Après le succès phénoménal qu'il a eu en France, il est parti conquérir le monde et cela commence par les États-Unis. Regardez. Nous sommes en train de déployer le premier microprocesseur dans une chaussure qui va permettre de transformer toutes les chaussures du monde entier, donc toutes les marques, en smart shoes. Donc pour nous, on devient un peu le Intel de la chaussure. Les plus grandes fortunes de ces 20 dernières années sont des fortunes digitales. Les GAFA ou en Chine ou aux États-Unis. Et nous avons, nous, la chance d'avoir un peuple jeune avec une formation de bon niveau, même si elle a chuté ces 20 dernières années, elle reste une formation de bon niveau, mais qu'on n'a jamais su montrer au monde, et c'est absolument incroyable. Donc je suis ravi qu'enfin une initiative et un pavillon algérien soit à Vivatech. Intelligence artificielle, applications éducatives, les participants algériens ont brillé par leur innovation et la diversité de leurs solutions. Être présent ici nous donne la possibilité de, premièrement, évaluer le niveau de la start-up algérienne. Il faut dire qu'il faut vraiment beaucoup travailler, beaucoup plus. Aussi de voir des partenariats, bien sûr, et d'échanger les idées avec d'autres start-up. La première participation officielle de l'Algérie a permis aux start-up algériennes de se faire connaître, de démarcher des clients, de trouver des sources de financement, des start-up innovantes décidées à conquérir le monde.
Voilà, c'était donc le salon Vivatech qui s'est déroulé le mois de mai dernier à Paris. Docteur Koudil, vous vouliez intervenir par rapport à oui, ce je parlais sujet, des à cet petites événement initiatives. Typiquement, ce genre de choses, c'est extrêmement encourageant. Il y a dans le domaine des nouvelles technologies de l'information, des choses comme ça. C'est effectivement, c'est typiquement la chose qui est décentralisée. On n'a pas besoin d'un équipement lourd à plusieurs millions pour développer quelque chose. C'est un ordinateur, et un ordinateur, même je comprends que peut-être tout le monde ne peut pas se payer tout ce qu'il veut, mais un ordinateur, on peut raisonnablement avoir un ordinateur, quitte à ce qu'on soit aidé, et ça permet d'ouvrir des perspectives extrêmement importantes. On a parlé de choses. Aujourd'hui, les entreprises qui sont dans les capitalisations boursières sont les plus importantes. C'est des entreprises d'une certaine manière qui ne fabriquent rien. Il n'y a pas d'objet, c'est du code. Ils fabriquent du code. Donc le code, je dirais, en fait, l'Algérie étant un pays méditerranéen avec, j'ose le dire, avec quand même une culture à l'origine mathématique qui est importante. Il y a un certain nombre de centres culturels mathématiques dans le monde, et la Méditerranée en est un. Et je pense que l'Algérie a joué un rôle historiquement, ne serait-ce que parce que le premier Européen qui a introduit les chiffres dits arabes, en fait, il a étudié à Bougie. Donc, et les mathématiques, il a introduit les mathématiques islamiques de là en Europe. Donc ce genre de choses, je pense, c'est tout à fait, je dirais, je parlais des petits ruisseaux, c'est des petites choses qui peuvent constituer un environnement qui va être tout à fait favorable au développement humain des gens, au développement de l'économie. Parce que je crois, on parlait de l'aspect pensée religieuse, etc. Tout à fait, le religieux est extrêmement important. C'est une des constituantes de l'être humain, et peut-être un constituant fondamental, mais l'homme est de chair et d'os, et il a en face de lui une nature, et il doit réfléchir par rapport à la nature, quitte à la transformer. C'est pas interdit de transformer la nature. Alors justement, dans ce sens, je terminerai avec vous probablement, docteur Neguez. Alors, quelle est l'importance des valeurs de la tolérance, justement, dans le dialogue interreligieux? Voilà, je crois que toutes les religions et toutes les philosophies humaines ont été fondées sur la tolérance et le dialogue. Quand on évoque l'islam et la laïcité, ils vont dans le même sens et partagent les mêmes principes presque en matière de la tolérance. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Et le dialogue. Mais il existe un véritable extrémisme, que ce soit au nom de l'islam ou de la laïcité. L'extrémiste au nom de l'islam croit en des fausses interprétations. Il s'appuie sur mauvaises interprétations. Aussi, les extrémistes au nom de la laïcité portent également des idées exclusives envers les autres, ou bien racistes, c'est ça, envers les autres. Mais enfin, afin de promouvoir une culture de vivre ensemble et de respect de la pluralité religieuse et la diversité culturelle, nous devons redoubler nos efforts pour éliminer les extrémismes, quelle qu'en soit sa source. Voilà, merci beaucoup. Alors nous arrivons à la fin de notre émission, mais avant cela, un dernier mot, docteur Rami Moussa. Non, pour revenir sur le salon de Vivatech, c'est assez extraordinaire. Moi, j'adore. Je pense que partout dans le monde, il y a des génies parmi nous, et il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont très brillants, et il faut les aider. Il faut les aider. Les encourager. Bien sûr. Déjà, moi, je pense que si chacun d'entre nous faisait son travail correctement à son niveau, on serait beaucoup mieux. Voilà, effectivement. Ça serait pas mal. Docteur Koudine ? Je suis tout à fait d'accord avec docteur Rami Moussa. Et je reviens, parce que je voudrais insister, il ne faut surtout pas se mettre des obstacles dès le départ. Il faut absolument faire, même un petit pas, il faut le faire. On décide quelque chose, même un petit, enfin, c'est extrêmement important. On commence par des petits pas et c'est avec ça qu'on construit de très belles choses et qui servent tout le monde, en fait, qu'on peut mettre en commun pour servir sa famille peut-être, sa communauté, son pays et puis le monde. Hein. Et c'est comme... Enfin, il ne faut absolument pas se mettre de frein, j'insiste là-dessus, pour... Les jeunes hommes, les jeunes femmes, les moins jeunes d'ailleurs, hein, il n'y a aucun... Enfin, s'ils ont envie de réaliser des choses, il faut surtout faire le premier pas. Voilà. Docteur Noguez, ouais. dernier mot. Voilà, en France, il y a des principes fondés ou bien établis, soit de religion ou d'identité, mais d'autre part, il y a une vie sociale. Nous devons vivre ensemble, vivre avec les autres ou l'un envers les autres. Voilà, merci beaucoup. Alors on termine comme à l'accoutumée sur une publication. Il s'agit donc alors le livre est intitulé Description historique des villes de Tunis, d'Alger et d'autres se trouvant en Barbarie en 1626. Il s'agit donc d'un livre de Cornelis Pinneker. Alors la particularité de ce livre, c'est qu'il revient à l'attachement des
Algériens à la protection des animaux. D'ailleurs, une partie de la zaquette était dédiée justement à la protection des animaux, particulièrement les animaux de compagnie. Donc ceci illustre un petit peu le progrès culturel et humain des Algériens de l'époque. Voilà. Alors nous arrivons, comme je vous ai dit, à la fin de notre émission. Alors était parmi nous Dr Selma Amimoussa, qui est chirurgienne cardiovasculaire. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Était parmi nous également Dr Hakim Koudil, qui lui, il est expert dans les énergies renouvelables et biocarburants. Merci beaucoup. Merci et était parmi nous également Dr Salim Neguez, qui lui est spécialiste en sociologie politique et pensée religieuse. Merci à vous trois d'avoir été parmi nous ce soir. Alors, si bien entendu vous avez envie de revoir cette émission, vous pourriez la retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook Diasporama. D'ici là, je vous dis passez une très agréable soirée en compagnie des programmes de Canal Algérie. Quant à moi, je vous retrouverai avec grand plaisir dans 15 jours. Au revoir.